Nous sommes de retour sur Direct Marché. J'accueille Valérie Gastaldi, stratégiste chez Day by Day. Bonjour Valérie. Bonjour Lucie. Alors on va revenir sur ces marchés. Hier, forte baisse de l'ensemble des places mondiales, avec évidemment ce regain d'inquiétude venant de la Chine, la contraction de l'activité chinoise, également l'affaiblissement du yuan. Tout ça, ça a beaucoup fait peur aux investisseurs qui ont pensé qu'on allait finalement corriger un petit peu, à l'instar de l'été dernier, en août, où on avait eu une forte correction. Est-ce que là, la situation est similaire ou au contraire, on s'est juste fait un petit peu peur pour rien? Ah, c'est une question difficile que vous me posez. Euh, alors, d'abord, je pense que plus que les PMI qui sont sortis un petit peu faibles, mais pas si faibles que ça par rapport à ce qu'on attendait, l'événement important qu'il faut retenir en Chine, c'est cette baisse du yuan, cette hausse du dollar yuan, parce qu'en fait, on a franchi hier matin le plus haut niveau qu'on avait atteint à la suite des dévaluations du mois d'août. C'est-à-dire que plus haut du dollar yuan. Donc le yuan a été encore plus faible qu'il ne l'avait été au pire de sa faiblesse du mois d'août. Donc ça nous donne un nouveau signal que, d'évaluation ou pas, le yuan va poursuivre sa baisse et bien entendu, ce signal est à double tranchant. D'une part, ça pourrait aider à rétablir la compétitivité des exportations chinoises, ce dont la Chine a besoin parce qu'avec la politique très agressive de la Banque du Japon, les produits japonais sont en concurrence parfois avec les produits chinois, et en tout cas ça a nui à la Chine. Mais il y a également beaucoup d'entreprises chinoises qui sont endettées en dollars, et donc si le yuan baisse, leur dette augmente et bien entendu leur santé va se détériorer. Donc ça ne va pas aider dans un premier temps. Vous voyez, c'est très balancé, Pourtant, les effets positifs et négatifs de cette baisse du yuan. Donc, pourtant, les autorités avaient dit qu'elles ne dévalueraient pas plus leur monnaie. Donc, est-ce que finalement, on a l'impression qu'elles n'ont pas vraiment le choix? Elles disent qu'elles ne veulent pas le faire, mais au final, elles le font de facto. Alors, tout ça, ces politiques de banque centrale, c'est très intéressant parce que il y a les dévaluations officielles. Il n'y a pas eu de dévaluation officielle. Ça n'est pas la Chine qui a dit je fixe le cours de mon yuan à un niveau plus bas. Mais en fait, les banques centrales, on le sait, jouent aussi sur leur communication verbale pour influencer les marchés financiers et leur donner le sentiment qu'il faut qu'ils anticipent une certaine action. Et ce qui a été fait au mois d'août, avec ce discours, non, c'est ma dernière dévaluation, et puis en même temps des tas de mesures de soutien, enfin, sur les marchés actions, une politique extrêmement interventionniste, bien, a fait que la confiance des investisseurs dans le yuan, c'est que maintenant le yuan, enfin, ils ont confiance dans le fait que le yuan doit baisser, et donc le yuan baisse. Alors voilà, est-ce que c'est la Banque centrale qui dévalue? Est-ce qu'elle a simplement donné cette impression et que les marchés ont bien saisi le message et donc ils baissent avant même toute dévaluation? Peu importe, en tout cas on a ce yuan qui baisse et effectivement cette tendance doit se poursuivre, c'est assez clair techniquement. Et ça, quelles sont les conséquences concrètement là, du coup, pour la Chine? C'est mauvais, c'est pour ça que les marchés baissent du coup? C'est vraiment mitigé. On peut avoir, il y a du bon et du mauvais qui vont venir ensemble et c'est difficile d'évaluer a priori parce qu'en fait ça va aussi dépendre de la vitesse à laquelle le yuan va baisser. Ça peut être un choc qui sera plus ou moins difficile à absorber. Donc ça c'est vraiment l'élément important de la journée d'hier. Maintenant, est-ce que sur les places financières dans le monde entier, l'impact que cet événement a eu, est-ce que c'est rien ou non? Pour le moment, à court terme, on n'a pas enfoncé de support significatif. On est resté dans les mêmes intervalles de cotation que ce que l'on a eu depuis au moins le début décembre, voire une partie du mois de novembre. Donc on n'a pas eu de signal de reprise de la baisse. Cela dit, si on regarde les tendances en Europe, en Asie, sur les marchés émergents en général, d'ailleurs on a eu un signal fort sur le marché brésilien de baisse, une énorme rupture de support.
Donc si on regarde ces tendances sur ces marchés faibles, on a des tendances qui depuis l'été sont restées baissières. Même si on a eu des rebonds qui étaient relativement amples en octobre et une partie du mois de novembre, on n'a pas réussi à rejoindre les précédents sommets et on continue à faire des sommets qui sont de plus en plus bas. C'est uniquement les points bas qui ne sont pas forcément encore très baissiers. Donc il y a une petite place pour l'espoir, mais franchement, elle est très faible. Ce gap baissier qu'on a ouvert hier, c'est en plus un gap baissier qu'on appelle hebdomadaire, c'est-à-dire qu'il a été ouvert un lundi matin et il situe immédiatement les premiers cours de la semaine sous l'ensemble des cours de la semaine précédente. Donc tous les investisseurs qui ont acheté la semaine dernière, alors heureusement ils n'étaient pas nombreux la semaine dernière, sont tous perdants. C'est pour ça que c'est important de parler de gap hebdomadaire parce que ça veut dire qu'on a quand même une semaine de transaction qui est soumise à des pressions de couper ses pertes dès l'ouverture de la séance. Alors, il y a toujours des forces de rappel assez fortes qui s'exercent quand on ouvre ce type de gap parce que la raison pour laquelle ils sont assez rares, c'est que justement la plupart d'entre eux sont fermés. Et on peut se dire que demain et après-demain, on va tenter de fermer ce gap. On va voir si on y arrive. Mais effectivement, si à mercredi soir, jeudi matin, dernier délai, on n'a pas fermé ce gap, les conséquences seront assez clairement baissières. Donc là, on est encore un petit peu dans l'incertitude pour savoir si on peut avoir un mois de janvier qui nous permette de rejoindre, je ne sais pas, 4700 peut-être sur le CAC. Mais voilà, ça devrait se résoudre assez vite. Ouais. Cette semaine, on a par exemple beaucoup de statistiques. On a les minutes de la Fed, on a également des statistiques aux États-Unis assez importantes dans le courant de la semaine. Ça pourrait peut-être du coup faire. Les États-Unis sont souvent le moteur sur les marchés financiers. Ça pourrait peut-être justement apporter un petit peu de, si on a des bonnes statistiques, apporter un petit peu d'élan qui nous manque aujourd'hui. Ça peut tout à fait nous aider, absolument. Les minutes de la Fed sont assez importantes puisque, alors au-delà de ce problème du ralentissement chinois, on a le problème du ralentissement américain. On a eu hier des PMI américains qui étaient absolument exécrables, là pour le coup, pas comme les PMI chinois. Européens. Oui, les PMI européens, eux, étaient bons, mais les PMI américains étaient vraiment très mauvais. Et ça, avec une première hausse des taux et une Fed qui... on va voir justement demain soir. Est-ce que la Fed, est-ce que dans l'ensemble des discours et des échanges qui ont pu être tenus, à quelle vitesse et quelle est la détermination à relever les taux de la Fed? Parce qu'avec des PMI qui indiquent a priori l'entrée en récession, et des hausses de taux, même si elles sont faibles, même si c'est une normalisation, en fait, ce que l'on sait, c'est que quand on arrive sur des PMI qui sont aussi bas, ce qu'il faut, c'est au contraire une baisse de taux de la Fed. Et elle va les monter. Mais c'est aussi pour ça qu'elle les a remontés. C'est aussi pour se donner cette marge de manœuvre. Alors, elle l'a peut-être fait un petit peu trop tard. C'est peut-être ça. Voilà, peut-être. Bon, vous, en tout cas, vous restez baissier sur les marchés parce que vous avez dit longtemps que justement vous estimiez que la Fed ne devait pas relever ses taux, qu'il n'y avait aucune justification, que les marchés allaient continuer à baisser. Vous maintenez aujourd'hui ce scénario pour 2016? Oui, je pense que pour 2016, ça va être une année vraiment difficile. Alors, le rythme est incertain. Le scénario le plus logique quand on ne fait que regarder les prix, c'est d'avoir une baisse prononcée et rapide. Là, maintenant, donc au premier trimestre, d'avoir un S&P qui perd une vingtaine de pourcents. Mais on a quand même d'abord toujours beaucoup de liquidités parce que même s'il y a une hausse de taux, il n'y a pas de retrait de liquidités. Les politiques de quantitative easing sont maintenues, les rachats d'actifs sont maintenus sur les mêmes rythmes. Il n'y a plus d'augmentation de rachats d'actifs aux États-Unis, mais enfin, il y a toujours des rachats. Donc, on a toujours ces liquidités qui sont abondantes et qui plus est, dans l'ensemble, les gérants ont plutôt du cash et ils ne sont pas complètement investis. Donc, ils peuvent revenir à l'achat. Donc, ça pourrait soutenir les marchés, ça? Donc, absolument, ça pourrait soutenir les marchés. Cela dit, si ça soutient les marchés, ça veut dire qu'on va rester dans un marché de range. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, on m'avait dit, mais quand on aura fini de monter, qu'est-ce qu'on va faire? Je dis, bon, il y a quand même des chances pour qu'on fasse un range.
Donc un range, une consolidation en français, ça veut dire peu de potentiel à faire des nouveaux sommets. On conserve cette potentialité sur le S&P, c'est pas impossible, mais c'est des nouveaux sommets qu'on appelle marginaux. C'est-à-dire qu'on dépasse les précédents sommets de 1% ou 2%, et puis après on s'arrête, et en fait on va retourner chercher les précédents points bas. Donc voilà, la solution la plus optimiste, c'est que on passe 9 mois, 1 an dans une longue consolidation très pénible. Ça va être enthousiasmant tout ça. Ah oui, ah ben, la baisse, c'est enthousiasmant. Ouais, ça permet ça bouge un peu plus. Ça bouge, après on remonte. Voilà. Merci Valérie, on vous retrouve la semaine prochaine pour parler justement des marchés, voir comment ils évoluent. Merci beaucoup Valérie Gastaldi, stratégiste chez Day by Day. On passe tout de suite au Morning Trading.